Oui, bonjour à tous, Yves Sanquer de Zone Bourse. On est très content avec Patrick Regennier de démarrer ce cycle de présentation mensuelle. L'idée, en fait, effectivement, pour nous, c'est de profiter une fois par mois de retrouver le maximum de clients Interactive Broker et Zone Bourse, histoire de vous montrer un peu quelques graphiques qui ne sont dans l'ensemble pas vraiment disponibles sur le site web. Donc pour élargir un peu l'horizon et puis bien voir un peu l'environnement macroéconomique dans lequel on se trouve et donc concrètement ce que l'on peut en attendre. Comme vous pouvez le voir, le plan un peu de l'intervention. Donc, dans la première partie, on va parler un peu de l'environnement macroéconomique dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, et puis ce qui va nous permettre ensuite d'enchaîner sur un peu de revue de marché, voir différentes classes d'actifs, les corrélations qu'il peut y avoir effectivement entre elles, et essayer de trouver des idées donc qui vont en découler. Concernant l'environnement global macro, avant d'attaquer, je voudrais juste faire un petit point très rapide sur la performance de différentes classes d'actifs depuis le début de l'année. Comme vous pouvez le voir, en fait, sur la partie indicielle, donc avec le Standard & Poor's, on est, alors à la date de clôture d'hier soir, hein, en hausse de 2,84%, alors que l'Eurostoxx ce matin était en hausse encore de 9,89%, donc une vraie surperformance de la partie européenne. Également du Nikkei, donc quasiment 5% de hausse. Le gold, donc l'or qui lui cote en dollars, est en hausse de près de 10%, donc c'est à peu près la même chose que le marché européen. Alors que vous pouvez voir que côté des matières premières, ça va, on a vraiment un peu on fait le grand écart puisqu'on a donc le gold qui est à pratiquement plus 10 alors que le pétrole est à quasiment moins 14. Dans le même temps, côté taux d'intérêt américain, donc on parle plutôt en points de base. Donc les PDB, ce sont des points de base. On parle pas vraiment en pourcents. Donc depuis le début de l'année, on a perdu 54 points de base et on est donc à 3,38%. En tout cas, ce matin, on était à 3,38%. Et sur la partie allemande, qui fait vraiment plutôt référence pour tout ce qui est européen, on est à peu près dans les mêmes eaux en termes de repli depuis le début de l'année, donc on est à moins 50 points de base. Par contre, vous voyez qu'il y a un vrai différentiel de taux d'intérêt, puisque ce matin, le 10 ans allemand, ce sont les taux à 10 ans, était à 2,11%. Enfin, pour terminer juste ce petit tour rapide des performances depuis le début de l'année, le dollar index, donc là, c'est le DXY. C'est un marché que ne pourrez pas trouver en fait sur zone bourse, pas encore. On est en train de voir comment effectivement récupérer ces cours. Donc, j'en profite pour vous le mettre en avant. Donc, c'est un panier en fait de dollars contre d'autres devises et en grande partie contre l'euro, à peu près 60% du dollar index est face à l'euro. Donc là, vous voyez aussi que depuis le début de l'année, on a perdu 55 points et tout à l'heure, on était à 102,95. Voilà. L'un des objets en fait de l'environnement macroéconomique, ça va être de voir si aussi ce type de performance, est-ce qu'on peut s'attendre à une poursuite, notamment la décorrélation, la surperformance en tout cas de la partie européenne par rapport à la partie américaine, et voir si on peut, côté également taux d'intérêt, ce que l'on peut en attendre. Parce que c'est un peu la grande thématique depuis plusieurs mois maintenant. Toute petite remarque, donc Yves, c'est très bien ce que tu as fait jusqu'à présent là, sur la première slide. Donc effectivement, ce qu'on peut noter, c'est que malgré l'inflation, très bien, malgré l'inflation et malgré la hausse des taux qu'on entend tous les jours en fait, eh bien, on peut noter que les références à 10 ans, donc c'est ce que tu as mis dans le tableau, baissent en fait depuis le début de l'année. Et c'est là-dessus que tu vas revenir pour montrer effectivement cette différence entre la hausse des taux courts et la baisse des taux longs. Exactement. C'est l'objet en fait de la première slide. On va y passer un peu de temps en fait sur les deux premières, puisque peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un graphique que vous n'avez peut-être jamais vu, voire vous n'avez jamais entendu parler. Il s'agit en fait du spread, donc c'est la différence tout simplement entre deux taux. On regarde en général les taux courts. Là, c'est un taux à 3 mois aux États-Unis, comparativement à un taux 10 ans. En réalité, là, c'est une soustraction de deux taux d'intérêt. Donc, en réalité, quand on parle du 3-10, ce qui est le cas, si vous voyez en haut à droite, c'est marqué spread 3 mois, 10 ans. En fait, on fait le taux du 10 ans moins le taux du 3 mois. Alors,
qu'est-ce que ça traduit en fait d'un point de vue économique de regarder ce différentiel? Il faut bien comprendre comment fonctionnent d'une manière générale les banques. Les banques, leur job, c'est d'emprunter à court terme et de vous permettre à vous d'emprunter à long terme. Elles se rémunèrent sur ce différentiel de taux. Quand ce différentiel de taux passe négatif, ça veut dire que les banques n'ont pas intérêt à vous prêter puisqu'elles perdent de l'argent, vu leur mode de financement. On ne parle même pas d'effet de levier, mais juste brut de décoffrage. Quel est l'intérêt pour une banque de vous prêter de l'argent à 3,35%, si on parle sur la partie américaine, alors que elle, ça va leur coûter en gros 100 points de base de plus, vous voyez, on est à moins 113, donc ça va leur coûter 3,35, 4,45, 4,50. Elles, c'est ce que elles vont devoir payer pour vous prêter à un taux inférieur. Donc inutile de vous dire que dans ces conditions, l'activité de prêt-emprunt pour une banque n'a aucun intérêt. Et c'est ça en fait l'intérêt de regarder la courbe. En dessous de ce différentiel donc de spread entre le taux 3 mois et le taux 10 ans, je vous ai montré en plus le PIB, donc l'évolution du PIB année après année. Donc c'est en variation. Ce que ça montre d'une manière générale, d'où l'intérêt de regarder un peu les traits horizontaux verticaux bleus, pardon, c'est qu'à chaque fois que la courbe s'inverse, donc quand elle passe sous zéro, vous voyez que ce qui suit classiquement derrière, c'est le cas déjà dans les années 60, c'est le cas 70, fin des années 70, fin des années 80, ensuite en 2000, ensuite en 2006, également juste avant le Covid, c'est que dans l'ensemble, le PIB, la progression du PIB se ralentit, voire baisse carrément. Elle baisse carrément, c'est quand on passe sous zéro, hein. Sinon elle ne fait que ralentir. Mais on voit que d'une manière générale, on a bien une corrélation entre l'activité bancaire qui se ralentit et l'impact que ça a, le non-financement en fait quelque part d'investissement, l'impact que ça a sur le PIB. Une fois qu'on a compris ça, qui est la traduction, c'est le chart supérieur, c'est exactement le même que précédemment, hein, c'est toujours le spread entre le taux 10 ans et le taux 3 mois, toujours la même chose, mais en dessous, vous avez l'indice Standard & Poor's 500. Donc c'est une échelle logarithmique. Alors les variations, étant donné que le graphique remonte aux années 60, bon, il est sûr que c'est relativement écrasé, mais ce que l'on peut voir d'une manière générale, et ça fait le pendant avec le graphique sur le PIB, c'est que lorsque l'on a une inversion de la courbe, in fine, souvent, on a une récession de manière officielle qui apparaît. Cette récession officielle, ce sont les colonnes rouges que vous voyez qui sont matérialisées en fait sur le graphique du Standard & Poor's. Ça, effectivement, c'est un graphique qui nous paraît vraiment important pour comprendre l'environnement dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. La traduction de tout ça, c'est que pour le moment, sur simplement la base du spread entre le 3 mois et le 10 ans, statistiquement, on peut dire qu'il y a une forte probabilité, vu ce que compte tenu de l'historique, que, in fine, les États-Unis rentrent en récession. Les graphiques que je vais vous montrer sur les pages suivantes pointent exactement dans le même sens. Donc là, je vais par contre être un peu plus rapide. L'indicateur en bleu, c'est toujours l'indicateur de récession, tel que fait de manière officielle par les États-Unis. La courbe blanche, elle, correspond au Leading Indicator Index. Donc c'est le LEI que dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous regardez régulièrement les chiffres macroéconomiques. En fait, c'est un mix d'une dizaine d'indicateurs différents. Donc il y a également des taux d'intérêt dedans. Il y a aussi les permis de construire aux États-Unis. Vous avez une partie de la performance sur le Standard & Poor's. Enfin bref, il y a 10 composantes qui sont utilisées. Et d'une manière générale, ce que ça montre, c'est que lorsque ces indicateurs avancés passent sous les zéros, et bien classiquement ensuite, vous voyez que de la même manière, on a une récession qui apparaît aux États-Unis. Donc là, pour l'instant, la récession n'est pas encore en place, mais en tout cas, on peut supposer que c'est quelque chose qui devrait effectivement se matérialiser au cours des mois ou des trimestres à venir. L'indicateur suivant, c'est à peu près la même, en tout cas donne exactement la même chose. Là, c'est le Chicago PMI qui, exactement de la même manière, quand il tombe sous 40%, vous
vous voyez que en général, cela coïncide in fine avec une récession qui s'ensuit. Donc sur la base de ces trois indicateurs différents, on arrive à la même anticipation, la même conclusion, c'est que à un moment donné, on peut s'attendre effectivement à ce que les États-Unis rentrent en récession. Maintenant, si on regarde un peu la courbe de taux, le différentiel en fait, pour être plus précis, la courbe de taux, c'est les écarts effectivement qu'on vient de vous les montrer entre deux maturités. Là, c'est le différentiel entre le 2 ans US, le Standard & Poor's en bas, sur le graphique inférieur, et au-dessus, vous avez les taux de la Fed. Ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est que, d'une manière générale, la Fed est toujours en retard. C'est-à-dire que la Fed commence à monter ses taux alors que le marché a déjà anticipé le fait que les taux montent. Les taux montent sur le marché et ensuite la Fed suit au final le taux du 2 ans. Et le taux du 2 ans, c'est le meilleur proxy, en tout cas on trouve, pour avoir une idée de ce que l'on appelle le niveau d'équilibre pour la Fed. En l'occurrence, ce que l'on aime bien mettre en avant, c'est que si la Fed est en retard lorsqu'il s'agit de relever les taux, et c'est ce qui s'est traduit par l'inflation à l'heure actuelle, elle est aussi en retard pour les rebaisser, en général en tout cas. Donc elle a tendance à aller trop haut, trop loin, et parfois trop longtemps. Et en règle générale, lorsque l'on a une différence de 50 points de base entre les taux de la Fed moins le taux du 2 ans, classiquement, cela se traduit par une réaction baissière, en tout cas sur le Standard & Poor's. Alors c'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas forcément de manière simultanée. Si on prend le tout début du graphique, années 80, dans les années 80, vous voyez que c'est à peu près concomitant. On a bien les taux de la Fed qui sont largement supérieurs aux taux du 2 ans, et dans la foulée, on a eu une baisse du Standard & Poor's. Sur la fin des années 80, là, c'est beaucoup plus léger. On va dire le Standard & Poor's en fait a quasiment arrêté de progresser dans les mois qui ont suivi. On peut pas vraiment dire qu'il est décroché. Au milieu des années 90, alors là c'est le parfait contre-exemple dans la mesure où il ne s'est strictement rien passé. Le Standard & Poor's a continué de monter. Donc on va dire faux signal, mauvaise indication donnée par cet indicateur de différence de taux entre le 2 ans et les taux d'intérêt de la Fed. Par contre, en 2000, bon, ceux qui sont comme Patrick et moi, quelques années derrière eux, on va dire ça comme ça, ont bien connu cette période. Donc, bon, ça a plutôt pas mal chahuté. 2007, c'est la même chose en couleur. Comme vous pouvez le voir, entre le moment où le différentiel de taux était plutôt négatif, eh bien, il a quand même encore fallu attendre plusieurs mois avant que réellement cela se traduise par une baisse du Standard & Poor's. Donc là, on est vraiment un peu à la croisée des chemins, dans la mesure où, si vous regardez où on se trouve, on est juste, enfin le taux du 2 ans est maintenant juste très légèrement inférieur au taux de la Fed, donc il va falloir encore attendre un peu, et surtout surveiller le fait qu'il faut un écart entre les deux qui soit de 50 points de base. Donc 50 points de base, si vous avez un qui vaut 4, il faut que l'autre soit à 4,5. La traduction, c'est ça. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en dépit de ce que dit la Fed et ce qu'a encore dit Jérôme Powell il y a quelques jours, il y a 2 jours, c'est là vous voyez les anticipations des investisseurs sur justement les taux d'intérêt américains. D'une manière générale, la Fed, ce qu'elle dit, c'est on n'a pas fini forcément de lutter contre l'inflation. Je vous montrerai un graphique juste après pour vous expliquer pourquoi. Et 2, qu'ils ne prévoient pas, eux, de baisse de taux avant 2024. À l'inverse, vous voyez que le marché, dans son ensemble, les intervenants de marché, eux, pensent au contraire que la Fed a fini en gros son cycle de resserrement des taux d'intérêt et va déjà rebaisser ses taux, grosso modo, à partir de cet été. Donc là, c'est quelque chose le graphique, il a été publié juste après la Fed, donc de ce milieu de semaine. Donc on a pour l'instant toujours une décorrélation entre les anticipations du marché et ce que dit en tout cas pour l'instant la Banque centrale. Donc ça c'est quelque chose qui va être intéressant effectivement de suivre. J'ai fait un peu de teasing. Pour le coup, c'est pour montrer effectivement la lutte contre l'inflation. L'inflation, c'est le graphique en bleu. En tout cas, c'est l'inflation. Or,
hors énergie et tout ce qui est alimentation. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le core CPI aux États-Unis. Vous voyez qu'on est encore sur à peu près des niveaux de 5,5% donc d'inflation, alors que les taux de la Fed sont de 5%. Donc c'est-à-dire que le taux réel, pour l'instant, est toujours négatif. Le taux réel, c'est le spread entre les deux. Il n'y avait pas vraiment forcément la place, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dernière fois où on a eu en fait un cycle d'inflation aussi élevé, c'était dans les années 70. Et en l'occurrence, il avait fallu à l'époque plusieurs cycles de hausse, de baisse et de hausse de taux pour casser en fait vraiment cette dynamique inflationniste. Et ça ne s'est fait qu'à partir du moment où les taux de la Fed étaient au-dessus du CPI. Donc là, vous voyez que c'est pas encore le cas. L'un est à 5%, tout juste, et l'autre encore un demi-point au-dessus. Donc ce qu'il faudrait vraiment pour que le CPI baisse et de manière structurelle, c'est au moins avoir des taux d'intérêt par la Banque centrale qui soient supérieurs au CPI. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va surveiller. En blanc, c'est simplement la courbe du 10 ans que je mets pour, on va dire presque pour mémoire. Alors, une fois que on a fait effectivement un peu ce tour sur les indicateurs macro, l'une des questions peut être, ok, donc il y a quelque part le marché, vu ce que l'on pense ou ce que l'on anticipe, c'est que ça devrait baisser de manière substantielle. En réalité, le fait de rentrer en récession n'est pas forcément le signe d'un décrochage du marché. Ça peut paraître bizarre, mais c'est plus souvent le marché a tendance à anticiper ce qui va se passer. Il n'y a qu'à voir en 2020, in fine, le marché avait rebondi bien avant, si on regarde là, bien avant que les earnings des sociétés remontent. Donc on a souvent un décalage temporel entre les fondamentaux d'un côté et ce que fait la performance boursière de l'autre. Pour les récessions, c'est souvent un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États-Unis sont officiellement en récession, statistiquement, on voit que la performance du marché, elle n'est pas forcément très négative. Pour la simple et bonne raison que le marché, il a chuté bien avant que les États-Unis attendent d'avoir 2 trimestres consécutifs d'un PIB négatif pour dire, ah bah cette fois on est en récession, donc ça fait déjà 6 mois en fait que la récession est réelle, mais elle n'a pas encore été actée d'un point de vue officiel. Sauf que la bourse, elle a bien compris que c'était déjà le cas, donc elle a anticipé en fait cette future récession. D'où ce décalage de performance. Ceci étant, ce que l'on cherche à regarder, c'est la position, les anticipations des profits des entreprises. Pour qu'on ait vraiment maintenant si on doit avoir une nouvelle séquence baissière de manière significative, on va dire ça comme ça, sur le Standard & Poor's, cela doit s'accompagner par une révision à la baisse des profits des sociétés. Donc ça, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant ou important à surveiller. Ce sont les anticipations des analystes financiers. Et à partir du moment où eux vont vraiment commencer à dire, OK, on dégrade les perspectives sur la base des données des sociétés pour le prochain trimestre ou les 2 prochains trimestres, à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir un Standard & Poor's qui, très logiquement, se mettra à décrocher. Pour l'instant, vous voyez que les belles anticipations, bah, c'est pas si baissier que ça, en tout cas. La partie earnings, elle est pas négative, ce qui peut expliquer le fait que pour le moment, le Standard & Poor's tienne relativement bien. Un autre graphique un peu dans le même esprit, toujours sur les earnings, c'est avoir une idée entre les earnings et donc le price, les PE. Ça, c'est quelque chose que l'on aime bien regarder aussi. Souvent, on entend dire, ah, la bourse, elle est chère. Ça veut dire quoi, la bourse, elle est chère? Elle est chère parce que ça vaut 4000, ou elle est chère parce que ça vaut 2000, ou elle est pas chère parce que ça vaut 8000. Tout ça, c'est relatif. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une idée de quel est le multiple de valorisation de la bourse à l'heure actuelle. D'où ce graphique-là. Ce qu'il est intéressant de surveiller, c'est que sur les États-Unis, quand on regarde sur vraiment très longue période, donc en gros depuis un siècle, le PE moyen, il est de 15. À l'heure actuelle, on est plutôt proche d'un multiple de valorisation de 20. Donc on peut considérer qu'on est surévalué. Ce que vous donne la petite courbe ici, là, c'est la couleur mauve, vous donne le niveau du Standard & Poor's
pour un multiple de 15, donc la fair value, comme disent nos amis les anglo-saxons. Donc ça supposerait, pour qu'on soit vraiment à un PE de 15 sur la base des bénéfices actuels, le Standard & Poor's devrait plutôt trader quasiment 1000 points de moins que ce qu'il est à l'heure actuelle, donc aux environs des 2800 points. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, c'est pas ça l'idée, c'est pas l'anticipation, mais c'est simplement pour vous donner une idée de est-ce que la bourse est chère ou pas à l'heure actuelle. La réponse sur la base effectivement des multiples de valorisation, la réponse est oui. Pour le moment, depuis un sérieux bout de temps même, la bourse est structurellement chère. Voilà. L'une des questions que l'on s'est posées et qu'on nous a posées, c'est de dire, ok, donc vous avez vos earnings, vous avez vos risques de récession, mais en même temps, les taux d'intérêt montent, donc tout l'environnement, a priori, serait plutôt défavorable à la performance boursière, mais en même temps, si on regarde l'Europe, on est revenu sur les tops juste avant la guerre en Ukraine. Sur les États-Unis, c'est moins le cas, mais on peut pas vraiment dire que ça est particulièrement décroché. Donc, quels sont les éléments qui permettent d'expliquer la bonne tenue, d'une manière générale, de la performance des marchés financiers? En tout cas, depuis le début de l'année, c'est assez significatif, notamment sur les pays hors États-Unis. On verra ça un peu plus tard. Il se trouve que l'un des éléments d'explication, je dis pas que c'est le seul, mais en tout cas, c'en est un, c'est le fait que s'il n'y a pas encore eu de récession aux États-Unis, c'est notamment parce que lorsqu'il y a eu le Covid, les ménages américains ont profité en fait pour épargner de manière substantielle. C'est le graphique de gauche, vous voyez le taux d'épargne donc des ménages américains. Depuis 2015, vous voyez qu'il était grosso modo un peu en dessous de 10%. Et d'un seul coup, on a le Covid, tout le monde reste à la maison, c'est potentiellement la catastrophe, mais d'un point de vue épargne, vous voyez qu'on est passé, on a quasiment multiplié par 3 le taux d'épargne classique. Donc ça se traduit par l'excès d'épargne, qui est le graphique de droite. Et cet excès d'épargne, il est clair, on va dire, sur la période de 2020, où les gens en ont profité pour augmenter le bas de laine. Sauf qu'à un moment, l'inflation commence quand même à se faire sentir. D'où le fait de puiser dans ce bas de laine pour compenser les effets négatifs de l'inflation. Mais à partir du moment où vous avez encore des sous quelque part à dépenser, c'est ce qui fait que vous continuez de dépenser. Et c'est ce qui explique que pour le moment, la consommation aux États-Unis n'a pas réellement décroché. Le côté, ça on va dire, c'est le côté positif. Le côté moins positif, c'est qu'à un moment ou un autre, ce bas de laine, il va arriver à peau de chagrin. Et en l'occurrence, au rythme de décroissance de ce dit bas de laine, les gens estiment, si on fait des bonnes vieilles régressions, que courant troisième trimestre de cette année, tout cet excès d'épargne aura été consommé. Donc on n'aura plus ce soutien-là d'effet d'amortisseur pour lutter indirectement contre l'inflation qui est toujours marquée donc aux États-Unis. Donc ça donne un peu une idée de la temporalité à partir de laquelle effectivement on n'aura plus ce soutien des ménages américains. L'un des autres éléments d'explication, c'est un peu plus compliqué, alors pas de panique, on va essayer de détailler un peu, c'est une question de saisonnalité. Vous avez peut-être entendu parler de l'adage, c'est sell in May and go away. Donc c'est vendez tout en gros au mois de mai, partez en vacances et puis revenez sur les marchés boursiers tranquillement à la rentrée. Ça, c'est une cyclicité qui est assez classique d'une manière générale sur les marchés financiers, où on a tendance à dire qu'il y a une période faste pendant 6 mois qui commence en général au mois d'octobre. C'est pour ça qu'on parle souvent c'est le mois où on tue le bear market. Les marchés baissiers, en général, au mois d'octobre, ça repart dans l'autre sens. Et encore l'année dernière, on l'a vu, le point bas, c'est tout début du mois d'octobre, et ensuite, depuis, ça n'a fait que rallier. Donc on est toujours dans une cyclicité qui est une saisonnalité positive. Et cette saisonnalité positive, elle peut s'exprimer de différentes manières. Avec le code couleur, vous voyez que le bleu foncé, ou quasiment noir peut-être, c'est la performance mensuelle du Standard & Poor's depuis 1950. Ensuite, en jaune, vous avez toujours cette même performance du Standard & Poor's, mais depuis les 20 dernières années, donc en moyenne, par mois. Ensuite, l'autre couleur, c'est depuis les 10 dernières années. Et ensuite, c'est spécifiquement lorsque on est une année mid-term, donc mi-mandat pour les États-Unis. Et là, ce qui est intéressant de regarder,
c'est que pour le moment, si on est au mois de mars, donc on est dans cette partie-là, là, ici, hop, on est toujours dans une saisonnalité plutôt favorable au marché. Donc depuis le mois d'octobre, dans l'ensemble, statistiquement, les marchés ont tendance à progresser, et vous voyez que même en avril, en tout cas la saisonnalité ici, c'est là où quasiment on a les taux de hausse moyens constatés les plus élevés, on est à peu près à 2% en moyenne de hausse sur le mois d'avril. Par contre, quand on est dans des, comme cette année, post-midterm, vous voyez que la performance du Standard & Poor's, elle est très proche, vraiment très très proche de zéro. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller effectivement pour voir si on est plus dans ce cadre-là ou pas. Mais la suite, par contre, vous voyez que cette saisonnalité, elle devient nettement moins porteuse. Mois de mai, c'est plutôt baissier. Mois de juin, ça l'est carrément plus. Et ensuite, au mois de juillet, on reprend, voilà, c'est un peu plus mesuré. Donc jusqu'au mois d'octobre, où on revient de nouveau sur une cyclicité positive. Donc, si on se base là-dessus, statistiquement en tout cas, les indicateurs quelque part environnementaux vous donnent une idée de ce que l'on peut anticiper pour les prochains mois. Et là, ce que cela dit, c'est que d'une manière générale, en gros jusqu'à fin septembre de cette année, statistiquement, la période n'est pas extrêmement favorable au marché dans son ensemble. Et donc, si on met ça en perspective avec les autres éléments que l'on vient de voir, il serait pas forcément surprenant de voir que ça puisse effectivement se traduire par une baisse du Standard & Poor's au cours des prochains mois. Justement, quitte à parler du Standard & Poor's, autant jeter un petit coup d'œil au graphique en tant que tel et à quelques éléments que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir pour le coup. Pas de panique sur ce graphique. Il y a beaucoup d'indicateurs, mais c'est simplement des indicateurs de participation du marché. Alors, la participation, ça veut dire quoi? Vous avez un Standard & Poor's qui est composé de 500 valeurs, mais dont le poids de chacun des titres est variable. Donc, on peut très bien avoir un marché qui monte, juste parce que vous avez en gros les GAFA qui continuent de tirer, alors que le reste de la cote est déjà rentré en consolidation. Et c'est ce que l'on cherche en fait à matérialiser avec ces fameux indicateurs de participation. On parle aussi d'indicateurs de profondeur de marché. Donc, vous en avez 4 en dessous. Tous donnent la même indication, c'est que pour le moment, c'est pour ça que je vous ai mis une ligne rouge partout, la participation, elle reste notamment faible, donc vous avez les advanced decline, vous avez également les volumes à la hausse, moins les volumes à la baisse. Pour l'instant, les volumes à la baisse, c'est ce graphique ici, là, vous voyez, qui sont vraiment très mal orientés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché baisse, les volumes à la baisse sont plus élevés que les volumes à la hausse. Voilà. Donc, d'une manière générale, même si le Standard & Poor's tient bien, ce que ça traduit, c'est que la participation, c'est que les titres dans leur ensemble ne tiennent pas si bien que ça. En tout cas, c'est que c'est plutôt un colosse au pied d'argile. Voilà, ce serait peut-être la meilleure traduction. Là, je vous ai mis le VIX avec là aussi Standard & Poor's. Simplement, ce que l'on peut voir, c'est que depuis quasiment un an, une bonne année, le VIX, grosso modo, il oscille entre 19 et 34. Voilà, l'indicateur de volatilité, on parle aussi d'indicateur de peur, puisque quand tout le monde est inquiet, le VIX monte, donc la volatilité augmente, c'est ce qui se traduit effectivement par de la peur sur le marché, donc en général, peur égale baisse, on va traduire ça comme ça, on est rarement peureux parce qu'on gagne trop, donc ce qu'on essaye de montrer, c'est que d'une manière générale, depuis un an, lorsque le VIX est plus ou moins proche des 19, cela correspond plus ou moins, c'est pas parfait, hein, mais à des tops de marché, et à l'inverse, lorsque le VIX est proche de sa borne haute auprès des 34, ça correspond plutôt à des bottoms de marché. Là, vous voyez, on est un peu dans le no man's land, donc ça donne pas d'indication au cours actuel, on n'a pas cette chance-là, mais en tout cas, ça peut être quelque chose à surveiller pour vous, pour essayer de mieux timer les opérations effectivement de trading, de couverture sur l'indice ou sur les valeurs qui composent effectivement cet indice de référence. Petit point technique, là aussi sur toujours le Standard & Poor's. Pour le moment, même si on est dans une consolidation, il y a un point vraiment à garder en tête pour les prochains jours, prochaines semaines, voire plus. Ce sont les 3811 que vous voyez sur le graphique. Pour le moment, tant que ce point-là n'est pas enfoncé, il n'est pas du tout exclu que le marché continue de bien se tenir, de rebondir, en tout cas de pas s'effondrer. Voilà.
C'est un point technique qui est intéressant, avec, pour des gens qui aiment bien le trading, si on casse 3811, normalement, il y a 150, 160 points de baisse dans la foulée. Vous voyez, il y a une première zone aux environs de 3650. Mais la suite logique, techniquement parlant, s'entend, c'est que, grosso modo, sous 3810, on va arrondir, hein, ce serait d'aller retaper les bas d'octobre à 3500. Voilà. Ça, ce serait la vraie grosse time frame. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que vous avez la même chose, c'est le même type de support à mettre en parallèle sur là c'est un ETF qui traque la performance des valeurs haut rendement. Donc c'est les high yield. De la même manière, on tient aussi autour d'un point aux environs des 89,5. Vous voyez qu'en daily close, on n'a pas réussi à le casser. Et de la même manière, ce sont des points qui sont à mettre en parallèle, donc à surveiller avec le Standard & Poor's, considérant que si on enfonce 3811 d'un côté, ces fameux 89,50 c'est le JNK aux États-Unis, donc en parallèle, vous pouvez considérer qu'il n'y a plus de rebond et que le marché va effectivement rattaquer les points bas. Sur celui-ci, donc c'est les 86,48 précisément, enfin les points bas d'octobre. C'est exactement le même type de graphique avec juste des marchés de classes d'actifs différentes. Pour rebondir justement sur ces high yield, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi l'importance qu'il y a de surveiller les taux d'intérêt. Alors souvent on nous dit oui, le taux d'intérêt on comprend rien, ça n'a enfin ça n'agit pas sur la classe d'actifs des actions, donc je préfère me concentrer sur les actions. Moi je partage pas cette approche-là pour la simple et bonne raison que lorsque vous regardez la performance du Standard & Poor's, et là c'est le futur T-Note, donc c'est le futur qui traque en gros le rendement du 10 ans, eh bien on peut quand même constater que depuis un an maintenant, la corrélation entre les deux marchés est quand même assez propre. C'est pour ça que vous avez certainement lu beaucoup dans la presse que lorsque les rendements obligataires montaient, eh bien, donc le T-Note lui baisse, parce qu'il varie à l'inverse, eh bien, c'était une pression baissière sur le marché financier. Donc ce graphe-là permet d'illustrer pourquoi il est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe du côté des taux d'intérêt en parallèle de son marché action, même si on est plus focus action en termes d'investissement. C'est bien d'élargir un peu l'horizon. De la même manière, là vous avez c'est toujours un ETF coté aux États-Unis, c'est le TLT, qui lui traduit en fait c'est la même chose que le futur 20 ans. Donc, ce marché précédemment, le T-Note 10, donc c'est le 10 ans, et après vous avez le T-Bond qui traque plutôt le 20 ans, et le TLT traque le T-Bond. C'est le même chart, hein, pour faire simple. Là, ce que l'on peut constater, c'est que pour l'instant, il oscille dans une consolidation à plat. Vous voyez 99,35 en bas, on va arrondir à 110 en haut. 110 dépassé, normalement, il n'y a rien avant grosso modo 120. Donc, un marché à surveiller parce que certainement, à l'inverse de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, il serait pas du tout surpris que dans une prochaine phase de baisse des marchés financiers, cela se traduise par un flight to quality sur la partie bonds. En traduction, on dépasserait les 110 en même temps qu'un Standard & Poor's casserait les 3810. Voilà. Ce sont là encore des choses qui sont intéressantes à mettre en parallèle pour donner de la conviction effectivement sur un prochain mouvement sur le marché américain. Autre sujet, je vais essayer de faire court parce que je vois que je déborde, je suis déjà un peu long, mais deux petites choses qui me semblent vraiment intéressantes à surveiller, c'est l'influence du dollar. Le dollar, il en a deux. Là, vous voyez, le dollar est l'inverse de l'or. L'inverse de l'or, pourquoi? Parce que juste en termes de visualisation, c'était beaucoup plus facile pour vous le montrer. Donc vous voyez le dollar qui est en blanc, vous voyez la performance du gold qui est en bleu. Bon, en gros, c'est le même graphique. Donc la traduction, c'est pour le moment, tant que la corrélation ne change pas, hein, évidemment, toute chose égale par ailleurs, une poursuite de la baisse du dollar devrait être l'un des éléments qui alimente la hausse de l'or. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement intéressant à surveiller. Et l'autre chose, c'est que de la même manière, au tout début de la présentation, vous aviez pu voir que la performance year-to-date entre le Standard & Poor's et la performance sur l'Eurostoxx, il y avait quasiment un facteur de 4 entre les deux. Et bien, ce facteur de 4 s'explique justement par la baisse du dollar depuis septembre-octobre l'année dernière.
Là, toujours, en blanc, c'est le dollar, et en bleu, c'est la performance du Standard & Poor's contre le reste du monde, voilà, pour faire court. Donc, le reste du monde, hors évidemment Amérique du Nord. Donc, de la même manière, on voit bien que les deux sont corrélés. Donc, c'est la surperformance, on va parler juste pour nous, de l'Europe. Elle est en bonne partie, pour l'instant, liée à la baisse du dollar. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant à surveiller. La question qui suit, c'est où va le dollar? Petit graphique pour l'expliquer. Je vous ai pas mis le DXY, donc qui est vraiment le dollar index, mais je vous ai mis un fond qui traque en fait l'équivalent pour la simple et bonne raison, sur le DXY on n'a pas de volume, alors que sur les fonds on en a. Donc ça permet d'avoir un peu plus de granularité en termes d'analyse. Là, c'est peut-être un chart que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Vous avez des colonnes à gauche horizontales qui traduisent en fait les volumes en fonction des prix de cotation. Donc l'intérêt de ça, c'est que en général, le marché a tendance à s'arrêter sur des endroits, des zones où il a beaucoup traité. Et en l'occurrence, quand on regarde effectivement là où on est, c'est le cas. Donc sur ce fonds, ça s'appelle UUP, donc c'est Invesco qui traque en fait effectivement la performance du dollar index, c'est la même chose. Il est aux environs de 27,80. Donc on est sur une zone de support sur la base des volumes de transactions. Et c'est la zone, on va dire, à casser pour ouvrir plus de baisse, effectivement, repartir en tendance baissière sur le dollar avec donc des nouveaux points bas à venir pour cette année. Donc on est là aussi sur une zone charnière à surveiller pour la partie dollar. Pour le gold, lui, il a déjà dépassé en fait cet équivalent. Donc le gold, enfin, sa performance, elle n'est pas que liée au dollar, faut pas exagérer. Il y a d'autres raisons qui permettent d'expliquer pourquoi le gold est plutôt en forme. Mais en tout cas, notez que il était aussi sous une zone effectivement de résistance. Il est en train de la dépasser. Sa performance par rapport au Standard & Poor's est en train de faire des nouveaux tops. Donc là aussi, ça devrait plutôt conforter une poursuite de la hausse de l'or de manière générale. Enfin, si on termine avec ce côté à matière première, on peut constater que la structure technique sur le pétrole, elle à l'inverse, elle est pas très positive, dans la mesure où pendant plusieurs mois, depuis le mois de décembre, on était dans une structure de consolidation à plat, plus ou moins aux environs des 72 dollars le baril. On en est sorti par le bas, donc on continue en fait dans une structure baissière, et ce, malgré ce que l'on avait entendu dire, à savoir le fait que la Chine était devenue beaucoup plus accommodante par rapport au virus du Covid. On s'attendait en fait à ce que la demande reparte de l'avant, donc la demande à la fois pour, de manière générale, pour les matières premières, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce que dit le pétrole. Le pétrole, lui, au contraire, n'a fait que continuer de baisser, il s'est stabilisé, et depuis, il a repris sa structure baissière. Donc pour le moment, la réouverture, on va dire, chinoise, ne permet pas de contrebalancer, en fait, les forces récessionniste qui se matérialise effectivement avec un pétrole à la baisse. Voilà l'intérêt effectivement de suivre ce marché. Enfin, petit point sur les financières, puisque pour l'instant le bazar vient de là. Vous avez les valeurs financières aux États-Unis, donc c'est un tracker qui s'appelle le XLF. Il ne traque pas que les banques, il y a aussi les assureurs dedans, donc c'est un indice général. Ce qui est important de regarder sur ce graphique, c'est surtout le graphique en dessous. Il vous donne en fait la performance du XLF contre le Standard & Poor's. Et vous voyez que depuis 2021, il n'a jamais été capable de dépasser la résistance horizontale en rouge. Donc on n'a jamais confirmé une surperformance structurelle des valeurs financières par rapport au marché de référence. Et là, c'est même pire. On est gentiment en train de casser un beau support qui lui aussi tient depuis 2021. La traduction de ça, c'est que les valeurs financières US devraient continuer de sous-performer structurellement le Standard & Poor's. Donc, il vaut mieux éviter de s'y mettre. À l'inverse, quand on regarde la structure sur l'Europe, ce n'est pas la même. Alors, on peut l'expliquer en raison des différences réglementaires, mais en tout cas, on voit que, à l'inverse, sur l'Europe, le graphique relatif, donc la performance des valeurs financières européennes, toujours avec un tracker qui est le STZ, celui-là on peut le traiter, contre le stock 600,
et au contraire est sur des points supports, on est sur un bas de canal, on est sur la moyenne mobile long terme. Donc pour le moment, c'était peut-être un peu tendu, mais il n'y a rien de dramatique, en tout cas à l'heure actuelle, donc sur les financières européennes par rapport aux financières US qu'il vaut mieux éviter. Et ça, effectivement, pour les gens qui aiment bien le fondamental, bah, ça s'explique sur la partie bancaire avec le fait que les banques européennes sont toutes soumises à la législation Bâle 3, alors que sur la partie américaine, c'est que les grosses banques qui étaient qui devaient effectivement remplir ces critères de solvabilité, alors que les banques régionales en étaient exemptes. Bon, ben on voit bien à quoi ça a servi. C'est bon, à un moment, on va dire qu'il y a une justice à tout. Voilà, c'est la fin de cette effectivement de présentation. Les principales conclusions que j'aimerais que vous gardiez effectivement en tête, c'est que d'une manière générale, sur le marché américain, on reste extrêmement prudent en raison toujours des risques de récession, donc avec effectivement des points clés d'articulation à surveiller, à la fois sur le Standard & Poor's, mais également sur la partie taux d'intérêt. Pour le moment, la baisse du dollar devrait continuer de favoriser la hausse de l'or. De la même logique, la hausse du dollar devrait également continuer de favoriser la surperformance des actions européennes. Enfin, vous l'aurez compris, les valeurs financières US à éviter comme la peste. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et on va pouvoir ouvrir la séance avec un petit peu de retard, toutes mes excuses, de questions-réponses. Oui, très bien, Yves. Donc, merci pour tous ces graphiques là qui ont permis de faire un éclairage en fait sur la situation macro. Quelques questions. Tu as mis en avant en fait la possibilité d'une baisse additive du dollar. Qu'est-ce qui pourrait en fait faire baisser davantage la devise américaine si on part du principe que les banques centrales, je dirais, arrivent ensemble à stopper leur normalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Fed ne va plus monter ses taux, la BCE, c'est un petit peu le même discours. Donc, est-ce que ça va pas limiter en fait la baisse du dollar, tout ça? Il y a un graphique que j'aurais voulu enfin non, que j'ai pas mis, mais qui est intéressant, justement, c'est le spread entre le rendement du 10 ans américain et le rendement du 10 ans allemand. Et alors pour le coup, ça vous pourrez le retrouver sur le site Zone Bourse, parce que j'avais fait un article là-dessus il y a quelques temps déjà, où ce que cela dit, c'était que les deux taux allaient se rejoindre, d'une manière générale. C'était un peu l'anticipation, en tout cas, tendait à converger. On était sur une base de 200 points de base d'écart, donc l'un qui cote 2, l'autre qui cote 4, on va faire simple, donc 200 points d'écart. L'objectif, en tout cas technique, c'était de se dire qu'on allait avoir un resserrement entre le niveau de taux à 10 ans américain et le niveau de taux à 10 ans européen. Et cette convergence devrait plutôt favoriser l'Europe. En fait, ça c'est quelque chose qui je pourrais éventuellement vous montrer pour la prochaine fois. Le dollar a principalement bénéficié des anticipations avant même que la Fed ne montre réellement ses taux. La Fed dit voilà ce qu'on a l'intention de faire, ou voilà ce qu'on envisage de faire. Bon, après ils font pas, mais en général ils essaient quand même à peu près de suivre ce qu'ils racontent. Et en l'occurrence, les traders change, donc les cambistes, eux, ils ont bien compris qu'ils avaient intérêt à jouer le dollar pour la simple et bonne raison qu'ils font des opérations de carry trade. La traduction, c'est qu'ils jouent les différentiels de taux d'intérêt via les devises. Donc on achète une devise qui va rapporter beaucoup de sous et on vend une devise qui n'en rapporte, enfin qui coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc ça peut être intéressant de jouer le dollar contre le franc suisse, par exemple, voilà, pendant des mois et des mois. Et c'est ce qui s'est traduit par effectivement une forte accélération du dollar, surtout en 2022. Ensuite, comme l'Europe est toujours un peu à la voile, la BCE a dit, bah nous, on va peut-être s'y mettre aussi. Ah, bah, il était temps. Et en fait, à partir du moment où l'Europe a commencé à aussi faire son cycle de hausse des taux, il y a eu un réarbitrage, et c'est ce qui s'est traduit par un moindre appétit pour le dollar, et donc la baisse relative du dollar par rapport à l'euro. Donc à partir du moment où on se dit que les taux entre les deux vont continuer de se resserrer, ça devrait plutôt être au détriment du dollar. Il y a un autre phénomène hein, pour le coup qui est pas du tout court terme, hein, mais c'est quelque chose à garder en tête. C'est ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. C'est que la Russie avait des réserves en dollars. Et en l'espace de 5 minutes, ces réserves en dollars ont valu zéro.
Pourquoi? Parce que les États-Unis ont décidé de saisir l'intégralité, en fait, des réserves en dollars de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes une banque centrale et que les Américains ne vous aiment pas, ben, en fait, ce que vous pensiez avoir comme réserve, eh bien, ça peut valoir zéro du jour au lendemain. Et ce phénomène-là, c'est quand même un risque extrêmement important pour tous les pays qui sont pas forcément super copains avec les États-Unis. Donc, ce qui s'est traduit aussi, c'est par des réserves de change en dollars qui ont nettement baissé, et ça a aussi permis, en fait, à l'or de monter, parce que les gens se sont mis à acheter de l'or pour refaire leurs réserves en or, comme c'était le cas il y a 50 ans. Voilà. Avant qu'on décorrèle, effectivement, après la fin des talons or, euh, bon, le dollar était dans toutes les réserves. Sauf que là, en grande tendance, il y a quand même de fortes chances que les réserves en dollars, voire que le statut même de monnaie d'échange internationale du dollar, se perde à cause de ce qu'ils ont fait effectivement à la Russie. Donc ce sera un peu le retour de bâton du fait d'avoir saisi l'intégralité des avoirs russes dans leur devise. Très bien, donc on va reprendre une dernière question vu le temps là. Concernant donc les possibilités de récession aux États-Unis, tu as précisé que très souvent le marché en fait pouvait réagir positivement à partir du moment où l'économie rentrait en récession. Oui. Est-ce que ça vient du fait que les investisseurs jouent une baisse des taux à ce moment-là et ils prennent un petit peu les devants par rapport à ce qui peut se passer dans le futur? Alors oui, effectivement, c'est que d'une manière générale, euh, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la, les chiffres macro, ils sortent avec du retard. Donc à partir du moment où le Bureau national dit OK, les États-Unis sont en récession, eh bien c'est a posteriori. C'est-à-dire que la récession elle est déjà là quand on peut constater officiellement dans les chiffres que effectivement le pays est en récession. Et donc souvent, on est proche de la fin de la baisse. Alors pas forcément, c'est pas concomitant, mais on est souvent proche de la fin de la baisse sur les marchés financiers. Parce qu'eux se disent, c'est bon, maintenant qu'on est en récession, entre guillemets, c'est réglé. On a déjà perdu 20%, 25% si c'est une petite récession, 40 à 60 si c'est une plus grosse récession. Mais en gros, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Donc, comme on est en récession, la Fed, eh bien, elle va commencer effectivement à baisser ses taux. Donc, ils vont réinjecter des liquidités et en général, ce qui se passe, c'est après plusieurs cycles de baisse de taux que les marchés financiers se mettent à bottomer et repartent à la hausse. On a toujours un décalage entre les différentes classes d'actifs. Mais d'une manière générale, il faut bien comprendre que les marchés de taux reçoivent d'abord l'argent et ensuite seulement les marchés financiers. Très bien, j'en prends encore une dernière en fait sur le fait de jouer en fait l'heure par Interactive Broker. Comment peut-on intervenir en fait sur quel type de produit? Et puis est-ce qu'il faut, je dirais, augmenter ses positions au détriment du dollar par exemple? Les gens qui ont beaucoup de liquidités en dollars, donc ils se posent la question de savoir s'il ne faut pas prendre une exposition peut-être en CHF ou sur le gold en fait. Alors sur le gold, ça me paraît une bonne idée. Après, sur l'exposition en dollars, ce qui peut être intéressant, c'est de couvrir. C'est-à-dire que si vous voulez continuer de bénéficier du différentiel de taux d'intérêt qui est plus important pour l'instant sur les liquidités en dollars que les liquidités en euros, ça peut être intéressant, c'est de couvrir son portefeuille contre l'évolution de la parité, tout en donc typiquement avec un futur, tout en gardant la trésorerie, ce qui fait que vous continuerez en fait vous gagnerez si le dollar baisse avec votre futur et en même temps vous continuerez de toucher les intérêts sur vos liquidités en dollars. Donc ça c'est un bon moyen à mon avis pour pas être exposé à la fluctuation tout en à la limite sans arbitrer forcément ses réserves de change. On tenait à remercier en fait toutes les personnes qui ont pu assister à cette émission, en espérant que on pourra vous retrouver tous le mois prochain pour une nouvelle mise à jour en fait de la situation macro. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée.